Bonjour, aujourd'hui on explore un peu les sources qu'on a sur Vercingétorix et la Gaule de son temps. Bonjour, oui, un sujet passionnant et assez complexe finalement. Absolument. On va essayer de voir un peu plus clair dans cette période charnière avec ce personnage Vercingétorix, jeune noble arverne qui a fédéré les Gaulois contre César. C'est ça. Et Camille Julien, déjà au début du XXe siècle, avait bien contribué à, disons, réhabiliter sa figure, un peu oubliée ou caricaturée. Et pour comprendre, on a les textes, bien sûr, mais aussi de plus en plus l'archéologie. Oui, et c'est fondamental, parce que la source écrite principale, ce sont les commentaires sur la guerre des Gaules des Césars. C'est brillant, mais Mais c'est le récit du conquérant. exactement, c'est une source orientée, politique. L'archéologie, elle, apporte un autre regard, plus matériel, plus concret sur le terrain. Justement, parlons d'un mystère qui a longtemps passionné la notice. Alésia, le lieu de la défaite. On a beaucoup débattu, Alice Sainte-Reine en Bourgogne, ou Alès dans le Doubs, ou même ailleurs. Ah oui, la querelle d'Alésia. Ça a duré des décennies. Le nom lui-même peut être lié à Palésia, le rocher. Ça pouvait coller à plusieurs endroits. Mais aujourd'hui, le consensus scientifique semble se dégager. Oui, disons que le faisceau d'indices pointe très très fortement vers Alice Sainte-Reine. La topographie correspond bien moins aux descriptions très précises de César. Les fameuses lignes de fortification romaines. Voilà, et surtout les fouilles menées notamment sous Napoléon III, puis plus récemment, ont mis toujours des vestiges importants, des camps romains, des armes, des monnaies, qui collent au récit du siège. Et il y a eu cette découverte d'inscriptions, c'est ça? Oui, une inscription en caractère gallo-grec mentionnant Alysia. Ça a été un argument de poids, même si certains débats persistent sur l'interprétation fine de certains vestiges. Mais globalement, Alyse tient la corde, et de loin. D'accord. Et les gens qui vivaient là, à Alésia, les monts du bien, on sait qui ils étaient? Bah, on sait peu de choses en vérité. Était-il un petit peuple indépendant, des clients des Éduins, leurs puissants voisins, ou peut-être des Séquanes? C'est flou. Mais on leur connaît un savoir-faire particulier. Oui, la métallurgie. Ils travaillaient le bronze, mais aussi l'étain apparemment, et la numismatique, l'étude des monnaies, suggère des liens peut-être commerciaux ou culturels avec les Lingons, un autre peuple voisin. Ce savoir-faire, ça nous amène à l'image de la civilisation gauloise au 1er siècle avant notre ère. On est loin du cliché des barbares incultes, non? Ah, complètement. C'est une image largement faussée par la propagande romaine. En réalité, la Gaule de cette époque, c'est une civilisation avec une agriculture plutôt prospère, une métallurgie de pointe, le travail du fer notamment, un artisanat diversifié, du textile, de la poterie, et un commerce assez actif, avec des routes, des échanges. César lui-même, il le reconnaît parfois, non? Leur ingéniosité? Oui, paradoxalement. Au siège d'Avaricum, par exemple, il admire presque leur capacité à réparer leurs murailles ou à contrer les techniques de siège romaines. Ça montre bien qu'on n'avait pas affaire à des sauvages. Et la société gauloise elle-même, comment elle s'organisait? Alors, de façon schématique, on avait trois grandes composantes. Les druides, qui détenaient le savoir et l'autorité spirituelle et judiciaire, la noblesse guerrière, les chevaliers, et puis le peuple, la plèbe, essentiellement des agriculteurs et des artisans. Et la famille, le rôle des femmes? La base, c'était plutôt la famille restreinte, semble-t-il. Quant aux femmes, certaines sources, même si elles sont rares et souvent indirectes, laissent penser qu'elles pouvaient avoir un rôle plus important que ce qu'on imagine parfois, peut-être même politique dans certains cas, ou au moins une certaine influence. Et l'esprit gaulois, si on peut dire. On parle souvent de leur goût pour l'indépendance, leur éloquence. Oui, César souligne leur éloquence, leur curiosité aussi, mais surtout ce fort sentiment d'indépendance de chaque peuple, de chaque tribu. C'est ce qui a rendu l'unification si difficile d'ailleurs. Et au cœur de tout ça, il y a les druides. Plus que des prêtres, on l'a dit. Ah oui, bien plus. C'étaient les gardiens de la tradition, de la mémoire collective, transmise oralement, ce qui explique pourquoi on a si peu d'écrits gaulois directs. Ils étaient aussi philosophes, juges suprêmes, ils formaient l'élite. Un rôle intellectuel et politique majeur, en somme. Tout à fait. Et potentiellement unificateurs. Leur grande assemblée annuelle dans la forêt des Carnutes, c'était un moment clé pour maintenir une forme de conscience pangauloise, malgré les rivalités. Leur croyance, on en sait quoi? L'immortalité de l'âme? C'est un point central, rapporté par les auteurs antiques. L'idée que l'âme ne meurt pas, qu'elle passe dans un autre corps après la mort. Une forme de réincarnation, peut-être? Ça expliquerait en partie le courage guerrier des Gaulois, moins attachés à la vie terrestre. Et leur lien à la nature? Les forêts sacrées? Très fort, oui. Les Nemétones, ces sanctuaires en plein air, souvent dans des bois ou près de sources.
Il y avait tout un symbolisme riche, la fameuse croix celtique par exemple. Quant au sacrifice humain, Le sujet sensible. voilà, c'est une accusation fréquente chez les Romains qui servait aussi à justifier leur intervention. Il y a eu des découvertes archéologiques qui peuvent être interprétées dans ce sens, mais l'ampleur et la nature exacte de ces pratiques restent débattues. Le rôle des druides là-dedans est aussi sujet à caution. Était systématique, rituel, exceptionnel? Difficile à dire. Revenons à Vercingétorix. Son nom même, Vercingetorix. Ça veut dire quelque chose comme le grand roi des guerriers, c'est ça? Probablement un titre. Oui, c'est l'interprétation la plus courante. Ça sonne comme un nom de guerre, conféré ou adopté au moment du soulèvement. Son ascension est fulgurante, en 52 avant Jésus-C. Il est jeune, il appartient à la haute noblesse arverne, mais il doit s'imposer même contre une partie de sa propre famille, comme son oncle Gobanitio, qui était plus prudent ou pro-romain. Et il réussit ce tour de force d'unir une grande partie des peuples gaulois, ce qui paraissait impossible. C'est son grand exploit. Il parvient à dépasser les querelles intestines, au moins temporairement. Il est probable que les druides, avec leur vision plus unitaire de la Gaule, aient joué un rôle en sous-main dans ce mouvement, qui démarre d'ailleurs symboliquement chez les Carnutes, lieu de leur assemblée. Mais cette union finit par être acculée à Alésia, le siège. César décrit des travaux gigantesques. Oui, une stratégie d'ingénieur militaire implacable. La double ligne de fortification, la contrevallation, tournée vers l'Oppidum pour affamer Vercingétorix et ses troupes. Et la circonvallation. Tournée vers l'extérieur, pour se protéger de l'armée de secours gauloine qui arrivait. Et entre les deux, un terrain piégé. Des fossés, des tours et surtout ces fameux pièges que vous mentionniez, les 6 pieds, des troncs hérissés de pointes, les lilias, des trous de loup avec un pieu aiguisé, des aiguillons métalliques cachés, un véritable enfer. La situation dans Alésia devient terrible. La famine s'installe. C'est là qu'on a ce discours terrible rapporté par César, celui de Critonia. Oui, un chef gaulois qui aurait proposé, pour tenir et ne pas gaspiller les vivres pour les bouches inutiles, femmes, enfants, vieillards, non pas de les chasser, ce qui sera finalement décidé, mais de s'en nourrir. Un discours glaçant, même rapporté par César, donc potentiellement déformé. Potentiellement, oui. Mais ça donne une idée de l'extrémité où ils étaient rendus. Finalement, l'armée de secours gauloise, malgré sa bravoure, est repoussée par les fortifications romaines. Vercingétorix comprend que c'est la fin. Et il se rend. La fameuse scène de la reddition. Magnifié par l'histoire et l'art, oui, il jette ses armes aux pieds de César. C'est la fin de la guerre des Gaules, la fin de l'indépendance. Vercingétorix est emmené à Rome, exhibé lors du triomphe de César, puis emprisonné plusieurs années dans le sinistre Tullianum. Avant d'être exécuté. Oui, probablement étranglé vers 46 avant Jésus. Une fin tragique. Et pour la Gaule, c'est le début d'une nouvelle ère. On pourrait parler d'une double mort, en quelque sorte. D'abord, la perte de l'indépendance politique, avec l'intégration à l'Empire romain. Et ensuite, Ensuite, une érosion plus lente, mais profonde, de la culture et de la spiritualité gauloise. La romanisation, l'adoption du latin qui supplante les langues celtiques, l'urbanisme romain, les cultes romains, et puis l'interdiction du druidisme. pourquoi interdire les druides spécifiquement, hein? Parce que Rome voyait en eux, sans doute à juste titre, un noyau de résistance intellectuelle et identitaire. Leur influence était trop grande. Ironiquement, certains aspects du druidisme, comme l'idée d'immortalité de l'âme, auraient pu trouver un écho avec le christianisme naissant, mais Rome a préféré éradiquer cette structure. Pourtant, tout n'a pas disparu. Il reste des traces, non? Bien sûr, la plus évidente, c'est la toponymie, les noms de lieux. Tous les noms en ac comme Cognac, en nez comme Savenay, les dunes comme Verdune, Châteaudun pour Dunum, la forteresse, les magos, le marché comme Rouen, Rotomagos, les brigas, la hauteur. C'est l'héritage direct des langues celtiques. Et au-delà des noms. Les paysages eux-mêmes, façonnés par des siècles d'agriculture gauloise avant Rome. Et puis, comme on l'évoquait, peut-être un certain héritage spirituel diffus qui a pu influencer les formes locales du christianisme, notamment via le monachisme irlandais, celui de Saint-Colomban par exemple, qui était lui-même l'héritier d'une forte tradition celtique où le druidisme avait laissé des traces. Donc, si on essaye de regarder au-delà du mythe Vercingétorix, héros national, ou du mythe inverse des Gaulois barbares. Ben oui, la question qui reste posée et qui motive encore beaucoup de recherches archéologiques et historiques, c'est
Hey, quelle part de la richesse réelle, de la complexité de cette civilisation gauloise, de ses savoirs, de sa vision du monde, nous échappe encore? Qu'est-ce qui dort encore sous nos pieds, ou peut-être même dans des replis de notre propre culture sans qu'on le sache vraiment?